Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon pour Radio Regina. Et aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Yannick pour aborder un sujet qui est assez fréquemment développé au sein de la société, mais pas toujours avec le meilleur esprit et bien souvent qui s'arrête à l'écume des choses. En l'occurrence, on va parler ici du wokisme, le phénomène woke, qu'on appelle aussi auparavant SJW ou encore BISO. Ça c'est vieux ça, Tout à fait. Comme expression. Actuellement, donc c'est le terme woke qui s'est imposé. Donc voilà, ce phénomène qui auparavant était limité, on va dire, aux sphères universitaires ou sur le web, mais qui aujourd'hui tend de plus en plus à imprégner l'ensemble de la société, même des personnes qui sont pas très connectées ou peu politisées, commencent à être influencées par ce mode d'esprit, ce mode de pensée. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être une émission d'introduction au wokisme, parce que beaucoup de gens savent plus ou moins de quoi il leur tourne, mais ça va être vraiment une émission d'approfondissement. On va développer les racines et aussi le cœur doctrinal de cette pensée philosophique qui, malheureusement, contamine beaucoup de nos concitoyens. Voilà, exactement. Très très bien résumé Théodon, et voilà, bonsoir à tout le monde. Ouais, donc du coup, ça va pas être, effectivement, on n'est pas du tout dans l'introduction au wokisme. Donc si vous voulez entendre une émission qui va vous répéter pour la énième fois, qui va parler de l'usage des différents pronoms divers et variés selon le genre auquel on s'identifie, ou parler de l'actualité avec les toilettes pour non-binaires, transsexuels, je sais pas, ou de cancel culture, ou etc., etc. Bon, vous frappez à la mauvaise porte. Je pense que tout le monde a compris ce qui se passe. Ça fait un petit moment déjà. Et voilà, c'est vrai qu'on parlait dans le temps de SJW et compagnie. Maintenant, il y a un terme qui est beaucoup plus adéquat, qui est même, je trouve, un mot intéressant, c'est wokisme. Mais c'est un mot que j'aime bien, je vais m'expliquer. C'est un mot que j'aime bien. Donc voilà, on va explorer ça en profondeur. À savoir, comme tu disais, les racines. Or, les racines, elles vont être quand même restreintes. Je vais pas remonter jusqu'à Adam et Ève, évidemment. On va voir ça à partir de, je veux dire, la seconde moitié du XXe siècle, je dirais plutôt les années 70. On va commencer par ça, et puis on va voir quelques auteurs, etc. Voilà, dans les grandes lignes, ça va être comme ça. Alors donc un petit peu ce qui a semé les graines du wokisme, et puis tout à la fin, on s'intéressera aussi aux questions un peu plus géopolitiques, et aussi, entre guillemets, confessionnelles. On va évoquer la question du judaïsme par rapport au wokisme, du mahométisme, et bien entendu du catholicisme, assez brièvement. Voilà, donc cet aspect-là va être pas spécialement le plus intéressant, mais c'est quand même bien d'en parler aussi. Voilà, on va débroussailler un petit peu toute cette histoire de wokisme. Alors, petit disclaimer, faut-il rappeler aussi. Dans l'émission précédente de Radio Regina, c'était quoi déjà? Une dernière émission, toutoutoum. Lui aussi, c'est plus. C'était sur le marquis de la Franquerie, la mission apocryphe de la France. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, dans notre émission précédente de Radio Regina, c'est sur le marquis de la Franquerie, la mission divine de la France, pseudo-mission. On disait justement que la notion de gauche et de droite ne voulait absolument rien dire, puisque c'est pas une notion d'église, du tout. C'est une notion très problématique parce qu'elle est évolutive avec le temps et dans l'espace. C'est pas juste le temps, donc c'est... Voilà, la gauche et la droite, c'est pas la même chose selon qu'on se trouve en Europe, en Russie, en Irak, au Japon ou en Amérique latine, par exemple. De même que la gauche d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est une notion qui est de base bien française, puisque c'est d'autant plus important en France de savoir si on se situe plutôt à gauche ou à droite. Voilà, c'est l'affaire Dreyfus qui a beaucoup pesé aussi là-dedans. Mais bon, voilà, ça remonte au jeu de paume pré-révolutionnaire, puisque c'était vraiment à l'aube de la Révolution en juin 1789. Et à la base, c'est quand t'es à gauche, c'est que tu souhaitais plus de pouvoir pour les parlementaires, donc t'as des tendances républicaines. Et puis si t'es à droite, c'est que tu veux un peu plus de pouvoir, donc pour le roi, t'as un peu plus de tendance royaliste. Voilà, ça s'arrête là. Et puis l'or, ça n'a évidemment plus rien à voir du tout, ça a évolué avec le temps, et ça a été très changeant selon les lieux et les époques. Donc, je vais pas approfondir ça, mais on aura encore tout le temps d'en reparler, évidemment. Parce que c'est un piège pour les chrétiens. Ça, oui, c'est ça aussi, je voulais dire, tout à fait. C'est un piège. On encadre la pensée catholique dans une grille idéologique.
La plupart des Exactement. critiques actuellement C'est s'identifient vrai. plutôt vers la droite. Et donc, par réflexe, on adoptera tous les codes de ce milieu-là, même ceux qui n'ont pas grand-chose à voir avec la pensée catholique. Exactement, voilà. C'est vraiment un poison, hein. Tu n'analyses plus les choses avec des lunettes catholiques, mais avec des lunettes gauche-droite. Donc, fatalement, ben, ça ne peut que pousser vers l'erreur, ces âneries. Bon, pour moi, c'est lance-flamme direct, hein, évidemment. Donc moi, ça me dérange quand on m'identifie à droite. Je dis clairement, je n'ai plus rien à voir avec ça. Voilà. Bref. Toutefois, bah, malheureusement, comme on parle de la question du wokisme, bah, on va nécessairement devoir se référer un peu à cette notion gauche-droite, pour faciliter la compréhension tout simplement, hein. Donc quand on va parler de gauche ou de droite, c'est vraiment selon la notion occidentale actuelle. Voilà. Il faut pas regarder autre chose, et comme ça va faire plus simple pour tout le monde. Et encore, hein, quand je dis ça, ça n'enlève rien à ce que je viens de dire précédemment. On ne restera pas moins très nuancé sur ces questions gauche-droite, évidemment, de toute façon. C'est surtout la plupart des wokistes, des woke, se considèrent comme étant de gauche de toute manière. Donc, Ben, oui, mais ça c'est aussi, ça, ça c'est pousse ça. à les catégories. Même Mais si, voilà, la gauche ne se réduit pas au pas wokisme. absolument très très loin de là, évidemment. Et ben, du coup, ils sont tellement à la ramasse qu'ils ont poussé dans l'échiquier politique beaucoup de gens de gauche traditionnelle vers le centre. Maintenant, donc, ils ont bouleversé un peu cet échiquier-là. Enfin bref, on va continuer. Toutoum. Alors je vais introduire tout ça par une petite phrase, une petite citation, hein. On va voir si Théodon, tu vas reconnaître qui a dit ça. C'était il n'y a pas très longtemps. C'est d'actualité. Le monde crève de trop de rationalité, de décisions prises par les ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ça, je crois que ça venait de Rousseau, je crois, non, Sandrine Sandrine Rousseau. Rousseau. Qui est souvent reprise, notamment par ceux qui se qualifient plutôt de droite et pour se moquer. Bah, elle est Puisqu'elle reprise par tout le souvent monde, des pas sorties juste de droite, elle est reprise par tout le monde, hein. Ah oui, 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 oui. Elle est moquée même à gauche. Bah, bien sûr, évidemment, bah, évidemment. Donc, elle, par contre, c'est comment? Je pense, enfin, que tu seras certainement d'accord avec moi, et certainement les auditeurs aussi. Sauf erreur de ma part, je vois pas qui est plus haut qu'au Parlement français, hein. Au Parlement, non, là, il y a Euh, difficilement trouvable. Elle est. Peut-être celui qui s'est embrouillé avec Hanouna, je sais plus comment il s'appelle, là, le jeune. Mais je sais pas s'il a le même niveau, parce que Rousseau, Oui, oui, là, c'est c'est vraiment une ultra. universitaire très très formée sur ces questions, elle a beaucoup lu, hein. Elle est rodée aux conférences avec toute cette littérature, je veux dire. Donc, Elle baigne dedans, ça se voit. elle est dedans, clairement dedans, et on a quelques personnalités politiques comme ça. Il y a cet état d'esprit qui s'est imposé. Maintenant qu'ils aient toutes les références littéraires woke, ça j'en suis moins certain. Ça dépend qui. Enfin bref. Alors je vais pas perdre On va quand même s'intéresser. Alors ça tout le monde connaît, hein, donc c'est l'origine du mot woke. Tout le monde connaît, donc je vais pas perdre de temps, mais pour ceux qui savent pas, je vais faire très très vite, hein. Bah, de base, ça vient des milieux artistiques et militants, hein, afro-américains qui appelaient à la vigilance. Stay woke. Donc ça signifie, dans un anglais un peu argotique, hein, De banlieue. voilà, c'est ça, rester éveillé, conscientisé, attentif. Alors c'est un terme qui a été repris dans les années 2010 dans le milieu universitaire, et depuis ces 2 dernières années, ben, il a pris une tournure plus péjorative et il s'est diffusé un petit peu. Maintenant, tout le monde l'emploie à tire-larigot. Donc ça, c'est connu. Alors oui, donc on disait, ouais, woke, ça signifie grosso modo donc éveillé. Et en général, les gens qui se disent éveillés, bah, c'est qu'ils ne le sont pas vraiment, hein. C'est toujours un peu le même délire matrixien. On n'a pas arrêté de parler, évidemment, dans nos dernières émissions, hein. On connaît ça aussi un petit peu à droite, hein, Théodon, avec la question complotiste. Bah oui, ce vocabulaire de l'éveil, d'être attentif à la réalité des choses, c'est typique du discours complotisme aussi. Tu vas voir à quel point c'est vraiment ça, quoi. Parce que ça, en fait, ça a vraiment tout à voir. Une fois, on a dit que le wokisme était à gauche, ce complotisme était à droite. Bah, je pense qu'on est en plein dedans, quoi. C'est plus que jamais vrai. Je veux dire, en étudiant la question, je me suis rendu compte qu'on tapait dans le mille, hein, parce que on s'est déjà révolté à plusieurs reprises contre la notion de pilule rouge. On n'a pas arrêté
d'attaquer ça. Donc notamment dans nos émissions sur la contre-révolution maçonnique. Oui, il y avait une émission un peu spéciale autour de ça, ouais. Eh bien, voilà, la pilule rouge, pour rappel, Red Pill en anglais, c'est cette idée que tu dois t'éveiller sur le fait que tout qui t'entoure est un gros complot mondial, est faux, est factice, et ben voilà, donc cette notion de pilule rouge, elle vient des woke avant la lettre. En fait, elle est tirée du film gnostique Matrix, produit et réalisé par une paire de transsexuels. Et on va voir que c'est un peu plus logique. Donc, y a des articles de presse qui disent d'ailleurs que Matrix est le premier film woke, voire le film le plus woke qui est sorti, quoi. Qui a été produit. Donc et pour moi, c'est logique. Voilà, on va évidemment expliquer tout ça. Alors, on a un petit problème en face de nous pour étudier et décortiquer l'objet qui nous intéresse, le wokisme, puisque c'est pas supposé avoir de définition officielle à la base. Hein, j'entends par là qu'il n'y a pas de doctrine officielle woke, il n'y a pas de petit livre rouge woke. Hein. Il y a surtout un phénomène, un mouvement de pensée qui est évidemment assez curieux, hein, et a priori également un petit peu risible, et qui fait beaucoup parler de lui. Mais évidemment, il n'y a pas de définition plus officielle que ça. Donc, conséquence, évidemment, il y a des intellectuels un petit peu tordus et plutôt complaisants avec ce phénomène qui vont affirmer que le wokisme, c'est un concept un peu trop flou, que par conséquent, il n'existe pas. Ça, c'est encore des trucs qu'on a entendus, je pense, j'entendais ça encore il y a quelques mois. Pourtant, il y a quand même un phénomène qui est communément qualifié de woke et qui met d'accord quasiment tous les bords politiques. Hein. En particulier, je pense les gens de gauche traditionnelle et du centre qui sont quand même les premières victimes de tout ça, puisqu'on va voir que ce sont les premières cibles du wokisme, contrairement à ce qu'on pense. Parce que, en fait, les intellectuels woke s'attaquent plus à ceux qui se définissent comme progressistes. Donc du coup, voilà, j'ai un peu omis de citer une certaine droite tendance libérale. Mais voilà, tout ce qui se définit comme progressiste, grosso modo, donc tout ce qui représente des partis traditionnels, tout le corpus politique, on va dire, systémique. Donc, ça peut paraître incroyable pour les gens qui nous écoutent, mais vous allez voir que le wokisme, il y a toute une logique derrière qui est assez intéressante à découvrir. Voilà, bon, l'extrême droite, par contre, voilà, je sais pas si c'est le plus apte à comprendre un peu à cerner vraiment le wokisme, hein, parce que dans ce genre de milieu, c'est genre, tu vois une publicité avec un noir dans le métro, ou sur les réseaux, les gars vont dire « Oh, c'est la propagande woke, tout est woke, tout ce qui va pas dans leur sens c'est woke, grosso modo. » Donc, Obama est woke, Macron est woke, etc. Alors t'as le fameux truc aussi, les critères ESG, c'est woke. Voilà, donc bon, je dis pas que tout le monde est comme ça dans les milieux de cette droite, mais on a quand même, et ça c'est quand même à noter, qu'il y a quand même des gens qui le comprennent dans ce milieu-là, hein, je ne dis pas, mais il y en a dans ceux qui les comprennent qui, à la limite, applaudissent et soutiennent le phénomène woke. Pourquoi ? Évidemment parce que le wokisme c'est ouvertement racialiste et communautariste, donc il remercie, hein, j'ai vu l'africanologue là, Bernard Logan applaudir. Il y a aussi des néo-nazis un peu troll assez connus dans la fachosphère qui ont appelé à voter NUP, puisqu'il réintroduit le racialisme, l'antisionisme, un peu antisémite, etc. Voilà. Donc, pour moi, Et il y a aussi un peu un phénomène accélérationniste, hein, parce qu'ils considèrent que, et là ils sont pas totalement tort, les woke, s'ils sont au pouvoir, ce sera la ruine du pays. Et donc ça permettra plus facilement de basculer vers ce que eux espèrent, quoi. Je sais pas, oui, ça c'est encore une autre question, mais voilà. Ce qu'ils veulent, c'est du racialisme, hein, donc voilà, les fripouilles peuvent s'entendre entre elles. Enfin bref. Alors bon, j'ai quand même envie de m'attarder un petit peu sur la définition du dictionnaire Larousse. Parce qu'il a préparé le mot woke pour son édition de 2023. On y est. Alors sa première tentative de définition est celle-ci, il dit « Woke se dit d'un courant de pensée dénonçant toutes les formes d'injustice et de discrimination subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses. » Bon, alors moi je suis désolé, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est évidemment une définition extrêmement restreinte, hein, parce que je pense que tout être humain normalement constitué est contre les injustices, hein, de base. Donc il faut voir ce qu'on entend par discrimination.
Et je suis désolé, on n'est pas woke quand on défend des Noirs ou des Asiatiques ou n'importe quel être humain contre des injustices. Voilà, c'est juste... la pluie, ça mouille, hein, je veux dire, c'est juste normal. Après, je suis peut-être mal placé personnellement pour parler de questions de minorité sexuelle, puisque nous, on ne reconnaît pas la notion d'orientation sexuelle en tant que chrétien, l'Église ne le reconnaît pas. Là où on a fait une émission sur ce sujet. Voilà, donc nous, on s'oppose à des vices et à des fausses religions, évidemment. Mais en dehors de ces questions-là, grosso modo, je vois pas où est supposé être le wokisme par rapport à ce qui existe déjà, quoi. Donc le dictionnaire continue, heureusement, il ajoute quand même une petite parenthèse intéressante en italique. Il dit « Ce terme woke, importé en France en 2020, est fréquemment employé par les tenants de l'universalisme républicain pour qualifier les excès relatifs au militantisme des défenseurs des minorités. » Donc c'est très très négatif, il évoque la question de cette dénonciation de phénomène woke de façon très négative, mais peu importe. Donc ça c'est ce qu'il dit en italique, hein, en dessous de la définition officielle, que c'est contre les persécutions. Enfin, ça c'est... Tout le monde a compris que c'était n'importe quoi, mais bref. Donc, en tout cas, ces petits mots qu'il a ajoutés, ces petites phrases en italique, je trouve qu'il se rapproche quand même plus de la vérité, qui fait un peu plus de sens, même si c'est assez mal tourné, pour évoquer le wokisme. Donc, effectivement, le wokisme est fréquemment dénoncé par les universalistes républicains. Je dirais même les universalistes tout court, puisque... Voilà, moi en tant que catholique, je suis étymologiquement universaliste, mais j'ai pas besoin de république pour ça. Mon universalisme, c'est un universalisme bien ordonné. Et on va le voir justement, les penseurs woke sont opposés à toute notion d'universalisme en général. Ils lui font une guerre ouverte. L'universalisme est un ennemi déclaré. On a vu justement ces 2 dernières années, des personnalités et associations se réclamer d'un universalisme face à ce qu'ils désignaient comme des communautaristes, et pour pas dire des racialistes. T'as eu la LICRA, par exemple, qui joue beaucoup là-dessus. Elle se réclame de l'universalisme, et elle a clashé beaucoup de monde ces derniers temps, et je pense notamment aux activistes très médiatiques tels que Ouria Boutelja ou la Rokhaya Diallo, là, qui sont complètement formées dans le wokisme. Hein. Donc elles ont lu, hein, elles viennent pas de nulle part. Et d'ailleurs, Diallo, elle a été nommée chercheuse au centre de recherche Gender Justice Initiative de l'université de Georgetown à Washington. Donc, elle est dans les histoires intersectionnelles, anticoloniales, afroféminisme, évidemment très ethnocentrée aussi, évidemment. Alors, deuxièmement, un autre mot qui est important dans la petite sous-définition de Larousse, ils disent, blablabla, fréquemment employé par les tenants de l'universalisme républicain pour qualifier les excès relatifs au militantisme des défenseurs des minorités. Alors là, on a le mot excès. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on entend quand on évoque la question du wokisme, c'est cette idée d'excès, d'abus. Donc c'est un mot qui est très pratique parce qu'il renvoie à plein de choses. Il renvoie évidemment à l'exagération, donc à l'absurdité, à l'irrationalité, au ridicule, donc à du déréglage, du fanatisme, de l'extrémisme aussi. C'est souvent tout ça qui est mis en avant quand on parle des woke. C'est exactement ça. Voilà. C'est toujours ce thème-là qui revient. Donc voilà, c'est ça, la plupart des gens, en tout cas un minimum sérieux, hein, quand ils vont évoquer le wokisme, outre la question anti-universaliste, c'est par rapport à ces questions d'abus. Et c'est souvent par l'abus, le ridicule, qu'on va désigner le woke. Comme tu disais, on parlait souvent à l'époque SJW. Mais en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, à ce qu'on voit en surface, le wokisme a encore plus d'idées qui sont très cohérentes, très bien ficelées, et on va dire que c'est un autre logiciel de pensée à lequel on n'a pas facilement accès, évidemment, parce qu'on est un peu désorienté. Et le but ici, ce logiciel, c'est de l'éplucher pour le comprendre, comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, voilà, comme j'ai dit, la définition du Larousse, elle est très très incomplète et mal orientée. Si elle voulait aller un peu plus loin dans ces définitions, faire le minimum de travail pour avoir une définition un peu plus proche de la réalité, ce serait bien de préciser que le wokisme est issu de 3 axes théoriques et militants, qui sont les suivants: la théorie du genre, la théorie critique de la race et la théorie intersectionnelle. Voilà. Je pense que nos auditeurs ont déjà entendu parler de ça de près ou de loin, hein, surtout évidemment la théorie du genre, tout le monde connaît. Il y a la manif pour tous, etc. Il y a eu un phénomène de rejet, mais qui au final, ça n'a pas abouti, et maintenant tout le monde accepte ça. Alors qu'il y a encore 10 ans, c'était une théorie révolutionnaire. Il y a des choses qui sont très très inquiétantes, oui.
Donc ça se banalise à beaucoup, oui. Euh, Grosso modo, bah, là on a quelque chose au moins d'un minimum complet pour désigner ce qui est woke, au moins pour les gens intelligents. Donc on a résumé. Pour le travail de mon côté, moi je me suis beaucoup appuyé sur les travaux universitaires de Jean-François Brostein, toute réserve critique gardée évidemment, évidemment, comme d'habitude. Alors lui, il est enseignant à la Sorbonne, il est très très intéressant, c'est un penseur qui a beaucoup de bouteilles et qui est un peu plus reconnu dans son milieu. Alors je pense pas qu'il soit catholique. Bon, bah, de toute façon, voilà, on gardera toujours des pincettes, voilà. Ça l'empêche pas d'être courageux, puisque vu sa situation, vu l'emprise actuelle du phénomène woke, c'est un opposant à ce milieu-là, et voilà quoi. Il a quand même un certain courage, même de prendre la parole publique, en tant qu'universitaire en plus, pour pouvoir dire ça c'est n'importe quoi, et de dénoncer un peu ces exagérations. Ah, mais je te cache pas qu'il est beaucoup plus véhément que moi dans son discours par rapport au wokisme. Moi, j'essaie d'avoir un ton un minimum objectivant, je dis bien un minimum, parce que c'est un peu difficile, j'avoue. Mais voilà. Et alors, par rapport, je pense. Comme Voilà. quoi la pensée woke n'est pas l'apanage de toutes les élites. Déjà, c'est ça un point important aussi à avoir en tête. Parce que beaucoup, voilà, dans les milieux notamment de droite ou les milieux catholiques, pensent que voilà, le wokisme, c'est l'idéologie des élites qui cherchent à imposer au peuple, quoi, alors que la réalité, là aussi, est plus complexe. C'est ça, c'est des bêtises, complètement. Ouais, t'as même Obama qui a tué contre les woke tout à fait. à un moment donné. Donc, oui. Alors on va aussi revenir, je pense, peut-être sur les affinités religieuses de Brostein. Je pense que c'est intéressant à la fin. Donc j'ai lu son livre La religion woke en fait, qui est publié chez Grasset. Voilà. Je me suis appuyé aussi sur un long papier du jeune universitaire Pierre Valentin. Je pense que lui et Brostein se complètent assez bien. Pierre Valentin, donc c'est un jeune universitaire qui a fait un peu parler de lui sur internet aussi sur ces questions-là. Bon, après je suis un petit désaccord avec lui parce que il affirme et insiste sur l'idée que le wokisme est avant tout un délire de jeunes de classe aisée. Oui, ça démarre de là dans les milieux universitaires, mais le wokisme n'en est pas resté. Voilà, et c'est trop répandu. Moi, je pense que son papier, je dis ça parce que je pense que son papier était quand même assez récent. Mais moi, je connais un petit peu la jeunesse actuelle de par mes fréquentations en milieu artistique et voilà, il y a beaucoup de jeunes adolescents prolos de chez Prolo qui sont vraiment contaminés par le wokisme. Donc voilà, particulièrement des filles évidemment, mais aussi des garçons. On n'imagine pas la gravité des choses parce que je pense que si on a trop tendance à être dans une bulle, notamment par rapport à la jeunesse actuelle, on voit pas trop ce qui se passe et moi je vous garantis que dans une génération, il y a toute une jeunesse qui va émerger dans la société, je suis pas certain que ça va aller dans le bon sens. Et ces pauvres jeunes, je sais pas qui va les soigner de cette maladie mentale, puisque comme on va le voir, le wokisme a tendance à rejeter en partie la science, le progrès scientifique, et ça va même encore plus loin que ça. Donc tout ce qui est médecine moderne, c'est un peu rejeté, on va voir ça. Je pense qu'on est au début de quelque chose d'assez inquiétant si l'histoire suit son cours. Bref, je continue. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on appelle la French Theory. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ton côté, Théodon. Oui, un petit peu quand même. C'est une théorie donc, qui a été développée à la base par des universitaires français, qui s'est répandue après aux États-Unis, notamment c'est là que ça s'est vraiment développé. C'est pour ça qu'on utilise l'expression anglaise, la French Theory. Voilà. Je crois qu'il y avait Foucault, Michel Foucault. Oui. Derrida, si je dis pas de bêtises, j'avais Derrida, et Deleuze aussi. T'as oublié Lyotard aussi, qui est une grosse référence. Gilles Deleuze, Lyotard, et quelques autres, Georges Agamben. Mais je te posais quand même la question parce que French Theory, on n'entend pas tellement parler ici en Europe en tout cas. Oui, c'est surtout aux États-Unis que qu'ils ont percé. Ouais. Nous quand on a tendance à parler de l'impact d'une école intellectuelle sur la gauche, seconde moitié du XXe siècle, on pense plutôt à l'école de Francfort. On parle pas spécialement de la French Theory, qui n'est pas du tout une école marxiste d'ailleurs, au passage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des Américains qui accusent ces intellectuels français des années 70 d'avoir semé les graines du wokisme. Voilà. Des Français l'affirment aussi, et pas des moindres. On a par exemple Jean-Michel Blanquer, qui est ancien ministre de l'Éducation, très détesté par les syndicats étudiants et enseignants. Il a taclé ces intellectuels
postmodernistes, en les traitant de virus. Donc Mais même les woke, il avait aussi attaqué les ouais. woke. Bah oui, il s'est attaqué aussi à l'écriture inclusive, etc. Ben voilà, donc c'est intéressant parce que l'un de ses intellectuels, donc Derrida, a qualifié lui-même, je paraphrase, mais il qualifiait lui-même ses travaux de virus. Et les intellectuels woke, à leur tour, se qualifient de virus. Et je pense qu'on va pas leur donner tort. Bref. Alors Bronstein et Pierre Valentin sont pas spécialement d'accord sur les origines directes de la French Theory vers le wokisme. Bon, évidemment qu'il y a des différences, mais quand même, moi je pars du principe que, la nature elle fait pas de saut de toute façon, si on parle d'influence directe, mais quand bien même, il y a quand même il y a énormément d'inspiration, il y a des concepts importants qui ont été repris par les woke, et d'autres non, voilà, même si on est vraiment quelque chose de différent. Et la déconstruction, ça venait de Derrida, par exemple. Exactement, notamment, voilà, c'est ça. Et on a aussi des auteurs woke qui se réclament ouvertement de l'héritage de ce corpus de travaux qui forment la French Theory et qui représente le courant pseudo-philosophique appelé postmoderniste en fait, et qui était très très porté par des Français. La French Theory, ça représente le post-modernisme. Et beaucoup d'auteurs woke se réclament du postmodernisme. Donc, même s'il y a un demi-siècle qui sépare, il y a quand même un lien indirect, historique, qu'on ne peut pas nier, évidemment. Mais je pense que ce serait bien d'en parler. Alors, quand on entend postmodernisme, on entend souvent de base le mouvement artistique et architectural qui porte ce même nom. Un mouvement qui va emprunter des styles divers et variés de l'espace et surtout de l'histoire pour concevoir son art. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le modernisme artistique de base a tendance à essayer de faire du neuf, et le postmodernisme, lui, il va faire du syncrétisme avec l'existant issu du passé et du présent, et il va trouver son inspiration dans toutes les cultures à l'échelle internationale. Et c'est un art qui entend effacer la hiérarchie entre cultures élitaires et populaires, et il a fait un grand essor à la fin du XXe siècle, et c'est peut-être pas un hasard, puisqu'à l'époque on parlait de fin de l'histoire. Eh bien cet art se revendique comme un aboutissement de l'histoire. Alors évidemment, on a le postmodernisme philosophique qui se veut être l'après-modernisme, ou plutôt l'après-modernité, dans le sens où on a d'un côté le monde traditionnel et le monde moderne, et là, avec le postmodernisme, on est supposé avoir une sorte d'aboutissement où tout le passé moderne est remis en cause. C'est un mouvement de pensée qui a été mis en avant par Jean-François Lyotard, que j'ai lu quand j'étais à l'université, dans le passé. C'était son bouquin best-seller qui s'appelle La condition postmoderne. Et là-dedans, il explique que les sociétés traditionnelles, on entend, étaient évidemment fondées sur des récits que les anciens se racontaient, transmettaient afin de donner un but et un sens aux peuplades. Eh bien, il en est de même pour les sociétés modernes occidentales. Elles se racontent au travers de récits divers et variés. Et donc, ainsi, elles se justifient. Dans la modernité, on a bien sûr l'incontournable rationalité, les sciences, l'universalisme, etc., avec leurs histoires. Et Lyotard, années 70, nous dit que tout ça ne peut qu'être remis en cause, notamment depuis des drames comme Auschwitz et autres bouleversements du XXe siècle. Donc, les récits de la grande aventure moderne sont cassés. Et du coup, ils ont perdu leur légitimité. On n'y croit plus, donc l'homme ne peut que se poser des questions du sens sur la vie, sa culture, la société dans laquelle il vit, etc. Et ça donne les phénomènes de contre-culture avec des révoltes sociales qu'on connaît déjà depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours. 70, pardon. Et les personnes contre-culturelles, de base, auraient donc cette initiative de se poser la question, à savoir si le méta-récit occidental n'est pas un leurre qui cache une vérité, ne serait pas une couverture pour justifier une brutalité autoritaire, une certaine ignorance contre laquelle il faudrait se révolter, s'éveiller, quoi. Et, bref. On a tous ces petits mouvements contre... On voit déjà les analogies avec la pensée. Oui, là, ça y attend. Et là, donc, on a tous ces petits mouvements contre-culturels qui représentent alors une postmodernité ensemble, avec plein de petits méta-récits qui peuvent être sans problème contradictoires entre eux. Voilà, donc on a une société brisée, un peu patchwork, qui forme
nos actuelles sociétés occidentales, quoi. Donc chacun avec sa soi-disant vérité. Chacun a sa propre vérité. Ça n'a jamais été autant le cas. C'est du relativisme, ça. C'est du relativisme, mais je parle avec leur point de vue, évidemment. Voilà, parce que nous, on observe les choses différemment de notre point de vue, mais je parle un peu à leur place. Alors, entre nous, en plus que ce que je viens d'expliquer là, ça rappelle aussi un peu le discours douguiniste qu'on avait évoqué dans de précédentes émissions, hein, la contre-révolution maçonnique en l'occurrence, je sais plus quel épisode, mais on a consacré un épisode entier à sa pensée. Et c'est pas en hasard, parce que justement dans l'interview qu'il avait fait fin des années 90, pardon, dans un journal polonais qui s'appelle Fronda, eh bien il se qualifie de postmoderne, anti-postmoderne. Je m'explique. C'est-à-dire, enfin c'est lui qui s'explique surtout, c'est-à-dire qu'il souhaite une autre pensée postmoderniste, mais qui soit expurgée du libéralisme au sens philosophique, grosso modo. Bon, ça c'est déjà le discours qui était dans les années 90, ça, on va jouer un peu sur les concepts, mais ça se rapproche de sa pensée traditionnaliste. Et lui aussi mettait en avant cette idée, comment dire, c'était un nouveau rapport à l'espace et au temps. C'est bien, hein, Dugin veut mélange lui aussi l'espace et le temps. C'est pour ça que je parlais de ça. Et une des idées originales, mais qui est évidemment postmoderne, c'est qu'il peut avoir plusieurs vérités. Avec lui, toutes les spiritualités sont bonnes. Sur des récits différents. Sur des récits différents. Donc voilà, en tout cas, à chacun sa vérité. Ça, c'est le postmodernisme, mais comme c'est, étant donné que la connaissance, elle n'est plus certaine, elle n'est pas objective et bonne, et chacun peut déterminer ce qui est vrai selon lui. La philosophie postmoderne, elle rejette ainsi les tendances universalistes et rationnelles propres à la modernité. Alors, penseurs les plus connus, t'en as cité, hein, donc on a Lyotard, on a Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est justement Derrida qui va inventer la notion de déconstruction. Ça, c'est un mot qu'on connaît très bien parce qu'il est présent donc, dans la bouche de tous les woke. Hein. Alors, à la base, la déconstruction chez Derrida, pour expliquer très simplement, c'est une pratique d'analyse de texte. Alors, ça fonctionne ainsi, c'est... je vais expliquer avec mes mots, hein, mais bref. C'est l'idée de casser des textes. Voilà, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils disent. Pour les déconstruire, les débroussailler et ainsi en saisir les fondements impensés, inconscients, inavoués et qui seraient prétendument immuables ou infaillibles, voilà, si vous préférez. Donc si c'est immuable pour les penseurs modernes, c'est que c'est mensonger pour les penseurs postmodernes. Donc, un texte de cette modernité nous impose un postulat conscient ou inavoué, etc. Et il faut déconstruire tout ça pour s'en rendre compte. Voilà, pour se libérer. Le postmodernisme donc tend à cette idée que le savoir résulte du pouvoir, non de la connaissance. Donc ça c'est grave, on va voir évidemment les connaissances. Alors le mot déconstruction, par la suite il va évoluer avec le temps, hein, années 70-80, au-delà de la littérature. La littérature ça peut être une constitution hein, notamment, mais bref. Ce mot donc, va finir par supposer qu'il faudrait casser des constructions sociales de certains aspects de notre réalité qui sont vus eux aussi comme normaux et immuables. À commencer évidemment par la fameuse construction sociale du sexe, ou entre parenthèses, du genre. Donc ils font déconstruire pour construire quelque chose de plus émancipateur à la place. De ce fait, la déconstruction, attention, elle est anti-essentialiste. Alors l'essentialisme, c'est l'idée que les choses sont par nature et par essence ce qu'elles sont, et que rien ne peut les changer. Quand on parle de différence de sexe, par exemple, si on parle de nature féminine, les déconstructeurs ils vont dire d'office, ils seront d'office pas d'accord. Si on dit ouais, ça c'est plutôt les femmes qui sont ainsi, les déconstructeurs vont dire ah non, ça c'est parce que la société a construit vos idées bigotes telles quelles, j'en sais rien, mais bref. Donc, en déconstructeur, les comportements genrés sont des constructions sociales et historiques à déconstruire. Et j'ai envie de préciser aussi, sans vouloir faire de raccourcis, attention, accrochez-vous, qu'on a des philosophes postmodernistes, je vais le rappeler, mais je pense que beaucoup l'ont oublié,
qui ont signé la fameuse pétition pro-pédophile dans le journal Libération en 1977. On a des noms comme Lyotard, Deleuze, Guattari, Rancière, et même de Beauvoir, parce que je crois que de Beauvoir, on peut la qualifier de postmoderniste, hein, on ne naît pas femme, on le devient. Bref, voilà. Bon, c'était une autre époque, et je pense que les penseurs woke contemporains ne se soient pas encore beaucoup exprimés sur la question pédophile, pédomane, bref. J'ai pas encore eu grand-chose sur ce sujet, mais potentiellement, ça peut revenir un jour, puisqu'on est dans la déconstruction, hein, puisqu'avec eux, tout peut être remis en question, hein, on va pas cacher d'ailleurs qu'ils insistent beaucoup pour enseigner les théories du genre aux enfants. Donc ça passe aussi par toutes ces questions d'éducation sexuelle qui sont très 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 malsaines. On va pas revenir là-dessus. Condamné par l'Église. Oui, mais il y a un climat qui est pas du tout, qui est très très immoral, hein, très clairement. Il faut dire aussi que à l'heure actuelle en Occident, culturellement, notamment depuis l'affaire du trou, qui a un gros impact, la plupart des gens n'aiment pas les pédomanes. Donc il y a quand même certains intellectuels dégénérés qui, à mon avis, à l'heure actuelle, ont un peu plus de mal à faire passer la pilule, alors que dans les années 70, c'était un peu plus facile. Donc je pense que les woke, parce que les choses sont évolutives avec eux, hein, sont en mode déconstruction et s'attaquent aux enfants, un jour ça peut mal d'arriver. Je pense que ça peut arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Actuellement, il y a toute une propagande pour que la limite d'âge pour voter, notamment, soit diminuée et qu'on passe à 12 ans, voire moins. Oui, ça, c'est pas pédophile, ça. Oui, mais c'est quand même. Après le lien peut être fait. Donc, oui, 12 ans, je sais pas ça. Que, voilà, ils veulent brouiller la frontière entre l'âge adulte et l'enfance, et donc que ça puisse passer après vers une autorisation de la pédophilie. Ah, bah écoute, je suis pas. Mais de toute façon, c'est pas étonnant, oui. Non. Parce que l'enfance est une essence. Donc, au bout d'un moment, il faut s'en attaquer, c'est inévitable. S'ils vont au bout de leur logique, oui. Ils n'y vont pas, pourquoi ? Parce que il y a un intérêt social, parce que la pédophilie est tellement abominable que, même actuellement, des gens qui sont dégénérés sur d'autres aspects, sur le sujet de la pédomanie, ils sont un peu plus frileux, on va dire, et du coup, ça limite un petit peu les dégâts, mais voilà, il suffit de mettre les bouchées doubles au niveau de la dégénérescence, puis au bout d'un moment, ça finira par passer. Oui, tout à fait. Les prochaines années, je suppose que malheureusement, on risque de vérifier tout ça, et en fait, pédophilie abominable. Attention que c'est quelque chose d'immoral qui n'est pas spécialement considéré comme immoral partout, notamment dans les pays musulmans. Il y a encore un débat en Turquie là maintenant, parce qu'il y a une confrérie qui voulait marier une gamine de 6 ans. Mais bon, il faut qu'imiter le pseudo-prophète, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est pas impossible qu'on en arrive là à un moment donné. Mais c'est vrai que j'ai pas encore vu grand chose, comme à part tout ce qui se passe dans les écoles, mais comme des discours ouvertement pédomanes de la part du wokisme, j'ai pas encore vu des choses là-dessus, pour l'instant. Je pense que chez les libertariens, on verra peut-être plus de choses, mais bon, c'est un autre débat. Bon, on continue. Bon, voilà, tout ça pour dire, enfin, conclusion, que dans le wokisme, on a donc une approche postmoderne du savoir qui se caractérise par le refus de toute vérité objective. On a fait un peu le tour par rapport à tout ça, aux origines, à la French Theory, etc. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans ces questions du wokisme. Hein. On va voir un peu ses caractéristiques fortes, qui sont pas toujours très soupçonnées. Il faut qu'on en parle, vraiment bien comprendre le logiciel interne de ce truc. Donc on a vu que le wokisme était anti-universaliste, ça tout le monde le sait plus ou moins. On a vu également qu'il était anti-essentialiste. Maintenant, il y a encore d'autres critères, on va les voir par la suite, on va développer, on va s'attaquer évidemment aux auteurs et aux penseurs du wokisme. Je vais quand même revenir et m'attarder un petit peu sur cette notion d'anti-essentialisme. Donc vous savez, on a les gender studies, les études du genre, mais on a également aussi les disability studies, les études de l'invalidité. Un woke accompli, dans son logiciel interne, il ne va pas percevoir le handicap comme un problème individuel, mais comme un concept imposé par une société malveillante. Donc si on pense qu'il y a une essence humaine, et cette essence humaine c'est avoir 2 bras, 2 jambes, etc., eh bien on va être considéré comme un affreux validiste. Parce que dans la logique woke,
Il faudrait pas chercher à guérir le handicap. Voilà. Pour eux, être handicapé, c'est tout à fait normal, en fait. Je sais pas si on comprend bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'handicapé, c'est pas un être humain au corps incomplet ou malade. Parce que nous, on conceptualise l'être humain. L'être humain qui peut être divers et varié. Mais il y a un concept d'être humain. Tu vois ce que je veux dire, Théodon? Pour le woke, non. Nous, si on voit un handicapé comme quelqu'un qui a un corps qui peut être malade, incomplet, etc., le woke, non. Pour le woke, c'est quelqu'un qui a un corps normal. Donc on n'est pas très loin du nominalisme. Il ne conceptualise pas l'être humain. J'allais dire, oui, voilà, il n'y a pas de nature humaine pour eux, au sens... Il n'y a pas de nature humaine. Je ne sais pas si c'est un concept. En tout cas, il renie l'essence humaine, en fait. Il renie l'essence d'un être humain. Mais... et j'espère qu'il n'y a personne qui va me traiter de validiste, évidemment. Mais voilà, tout le monde a ses problèmes. Moi, je veux dire... personne n'est encore parfait. Encore parfait, personne ne l'a, à part notre Seigneur et la Sainte Vierge. Mais personne n'est encore parfait. Mais du coup, avec le woke, tu n'as pas le droit de conceptualiser ça. C'est incroyable. Et c'est pareil pour les personnes obèses ou maigres. On a les fat studies. Prétendre que l'obésité est mauvaise, c'est une construction sociale au service des dominants. Pour les woke, il n'y a pas de poids idéal. La médecine a beau être formelle sur les liens entre le surpoids et les risques de santé. Pour les woke, dire ça, c'est un discours de persécution de la part des dominants. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je veux dire. Simplement un récit qu'on vient imposer sur les autres avec le pouvoir qu'on aurait eu autrement. Ouais, c'est juste un récit imposé. C'est terrible puisqu'on voit vraiment les analogies qu'on peut faire entre ce mode d'esprit et le mode de pensée complotiste. Puisque les complotistes aussi vont vous dire que ce que vous voyez dans l'actualité, en fait, c'est ce que les dominants, c'est ce que les puissants cherchent à vous faire croire, mais la réalité, c'est différent. Tu vois qu'on... la réalité. C'est la même pensée, en fait. Tu vois qu'on se rapproche de tout ça. Hein. C'est incroyable, c'est l'analogie est vraiment là. C'est lié, c'est complètement lié. Et justement, on va aller plus loin. Donc, écoute bien. Donc, on a parlé justement du retour du racialisme contre l'universalisme. Et donc, du coup, un peu du retour du nominalisme contre les universaux. Hein. Eh bien, j'ai un peu plus de choses à dire aussi sur l'anti-universalisme des woke, évidemment. Comment justifient-ils leur anti-universalisme? Alors, accrochez-vous aussi. Donc, pour nous, évidemment, l'universalisme, c'est lié à plein de choses. Notamment la notion de vérité, hein, à plus forte raison quand on est catholique, évidemment, au progrès scientifique, et au développement de la connaissance, pour et par l'humanité. Donc ça sous-entend aussi ce qu'on appelle donc la raison objective. Eh bien, l'autre originalité du woke, c'est de balayer tout ça du revers de la main en prétendant que cette prétendue connaissance objective, c'est du récit du dominant pour asseoir son autorité. Et ce dominant qui a conquis le monde, colonisé et civilisé beaucoup de nations ces derniers siècles, est tout désigné chez le woke, c'est l'homme occidental, dit le blanc. Voilà. Et le blanc... Préférence chrétien-catholique. Et hétérosexuel, etc. Voilà. On connaît la chanson. Et ce blanc, de par ce petit pouvoir qu'il lui attribue, serait donc raciste sans le savoir. Prétendre et imposer à toutes les ethnies du monde des vérités dites objectives, qui se caractérisent notamment par la raison, la science, donc la connaissance, c'est du racisme. Les sciences humaines, comme les sciences dures, sont racistes. Tu comprends? Donc l'Église est raciste vu qu'elle veut propager la foi au monde entier. C'est du racisme pour eux. Ah oui, évidemment, mais tout est raciste. Donc la logique, c'est raciste. Et on l'a entendu, Théodon. Hein. C'est des choses qu'on entend parfois dans des vidéos, tout ça, chez des activistes woke. Pour le woke... Elle ne tient pas en compte de la souffrance des victimes. Donc la logique en soi, elle est raciste. Oui, évidemment, je développais. Donc pour le woke, chaque peuple, ethnie, prétendue communauté raciale, parce que voilà, on parle beaucoup de soi-disant communauté noire, peut être porteuse de sa propre vérité. Brouchten dit donc que le wokisme est profondément identitaire. La notion d'identité, elle est au cœur de leur politique et elle n'est jamais remise en question. Il s'agit pour eux de renforcer des identités victimaires
voire de les potentialiser à l'aide des théories intersectionnelles qu'on va voir après. Et c'est notamment aussi, dans le délire identitaire, c'est pas juste une question d'identité, c'est aussi très dépersonnalisant en fait. Si tu es noir, tu es et existes en tant que noir, donc en tant que racisé. Si tu es blanc, tu es et tu existes en tant que blanc, donc en tant que raciste. Parce que tu es considéré comme dominant. Et la complexité de la personne, son vécu, son histoire personnelle, tout ça c'est balayé en fait. C'est balayé. Voilà, on voit juste le noir, le blanc, même plus davantage le dominant et le dominé, et juste des rapports de pouvoir entre les personnes. On ne cherche pas à les comprendre réellement, à répondre à leurs problèmes, et à vraiment analyser le réel. C'est juste le pouvoir qui est mauvais, et il faut se révolter contre lui. Et ajoutons à ça les théories intersectionnelles qu'on va voir par après. Donc voilà. Et donc cet identitarisme, c'est aussi la grosse différence avec la French Theory, qui était un peu plus dans le délire de contre-culture, et le wokisme, par contre, il est obsédé par les questions d'identité et de race. C'est mon identité de genre, aussi, tu vois, c'est très très identitaire. Par ailleurs, donc, il faut aussi considérer et traiter les êtres humains différemment en fonction de leur race. Ils sont racialistes. Ceux qui refusent cette approche en termes de race sont stigmatisés comme étant les vrais racistes. Qui l'aurait cru encore dans les années 90 qu'on en arriverait là? Qui aurait cru même dans les années 2000, même dans les années 2010 qu'on en arriverait là? C'est incroyable. C'est du racisme évidemment inversé. Ils montent les noirs contre les blancs, c'est une nouvelle lutte des classes, hein. Sans parler des femmes contre les hommes, etc. Et ils exacerbent évidemment des clivages dans la société qui arrangent évidemment une certaine extrême droite également qui tient un discours un peu inverse. Mais bref, voilà. Il y a un peu un rapport d'idiots utiles les uns vers les autres, quoi. C'est ça. Ta santé. Ouais, excuse-moi. Je te bénisse. Merci. Voilà, cette entre guillemets gauche woke va utiliser l'extrême droite comme levier. Voilà, tous ses ennemis sont en fait d'extrême droite. Ah oui, parce que les progressistes, encore une fois, je suis pas encore arrivé, mais ils en prennent plus la figure que l'extrême droite. Oui. Mais justement, pour eux, Michel Onfray est d'extrême droite. Voilà, ok. Voilà. Ah oui, non, mais même, à la limite, maintenant, à l'heure actuelle, si t'es de social-démocrate, c'est à la limite, tu vas pas te faire traiter de facho. Hein. Social-démocrate, hein. J'ai bien dit, hein. Et inversement, donc au niveau des droitards, certains cherchent à utiliser les woke pour ramener les gens vers eux et pour monter, oui, effectivement, aussi des problématiques identitaires, etc. Ah bah, il y en a même qui appellent à voter pour, puisque c'est racialiste, donc voilà. Tout à fait. Alors, bon, pour le woke, la science efface les croyances de ces peuples, désignés comme dominés, donc elle efface quelque part leur identité, donc fait avancer la blanchité, donc elle les exploite, elle les persécute. Les théoriciennes post-féministes et les théoriciens critiques de la race se sont spécialisés dans cette réfutation de l'idée d'objectivité. Donc on va voir ça plus loin. On peut donc selon les woke, on peut donc envisager de produire des sciences qui seront délibérément identitaires. Il y aura autant de sciences distinctes qu'il existe de groupes ayant tel ou tel point de vue, qu'il ne faudra évidemment pas essayer d'unifier. Voilà. On voit vraiment que c'est une politisation de la science et une destruction même de l'idée de science, puisque justement la science c'est réduire à l'unité, et là au contraire réduire aux singularités. Donc, tu viens de tenir un discours de blanc dominant, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, et si tu avais tenu ce discours en tant que noir, c'est que tu es un noir de maison. Voilà, mais c'est ça, mais c'est terrible. Le bounty, un noir. Non, mais ça c'est un terme ultra raciste, parce que ça signifie qu'un noir, de par sa couleur de peau, doit s'en tenir à une doxa et n'a pas le droit de penser autrement. Il doit être esclave d'une pensée de persécuté, tu vois, de bons petits électeurs démocrates, ancien parti esclavagiste, entre parenthèses, mais bref. Ah ben justement, on a des universitaires noirs américains qui s'en prennent directement à cette doctrine aussi. Hein. On a par exemple un certain John McWhorter, qui est linguiste, Glenn Loury, économiste, qui ont écrit sur ces sujets-là. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, c'est l'idée d'attribuer certaines caractéristiques aux Blancs qui font leur domination, telles que les Blancs ont une méthode scientifique, ils sont ponctuels, ils respectent l'autorité,
ils croient en la religion chrétienne, ils croient en la famille, au progrès, au travail, en la politesse, etc. Ça, ce serait des trucs de blanc. Ben, ça sous-entendrait que les noirs ne savent pas avoir ces caractéristiques et s'en servir. Au contraire, les woke leur demandent de rejeter ces caractéristiques dites de blanc. Donc ça veut dire quoi? Si on leur prive de ces caractéristiques, de ces bonnes aptitudes, ben, les auteurs réagissent, disent ça veut dire quoi? Les noirs doivent rester dans la misère? C'est ça? Ils doivent être vulgaires, violents, incapables de vivre en société. Enfin, Bah tout le contraire, voilà, c'est ça. c'est terrible. On dit que, en fait, c'est des caractéristiques d'éducation, des caractéristiques de dominant, et donc c'est blanc. Voilà. Et donc les noirs ne doivent pas les prendre. C'est juste affreux, quoi. Et il y a aussi un auteur noir qui s'appelle Rod Dreher qui s'est demandé si c'était pas l'ancien chef de Ku Klux Klan qui avait écrit tout ça. Donc c'est dans tout ce qui est théorie critique de la race. On a des auteurs woke qui voudraient faire périr les mathématiques au nom de la lutte antiraciste. Les cours de mathématiques qui visent à aider les élèves à trouver la bonne réponse sont également une forme de perpétuation de la suprématie blanche. Parler de réponse bonne ou mauvaise, ça serait perpétuer la culture blanche. Alors Mac Walter s'emporte par rapport à cette idée, comme quoi au nom du fait que les populations noires auraient de moins bons résultats, il faudrait apprendre aux enfants noirs à être moins précis, parce que les maths, ça serait un truc de blanc. Et surtout, ça crée un cercle vicieux, c'est puisque... évidemment. Il faudrait justement que ça montrer plus d'exigence pour qu'ils s'améliorent. On va leur dire non, tracasse pas, tu peux rester comme tu es. En fait, c'est la société blanche raciste qui t'opprime. On va les pousser à aller de l'avant et c'est ça. Ils vont rester dans la misère, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Le premier truc à l'heure actuelle, je discutais avec un ami africain, une des choses que l'Afrique a absolument besoin à l'heure actuelle, puisque c'est un continent qui continue à émerger, ingénieur. C'est ça qui va faire la différence. Malheureusement, le wokisme se répand un peu partout et via le panafricanisme aussi, il a ses entrées. Panafricanisme qui revient en force en Afrique. Je pense pas que ça va beaucoup aider les Africains à remonter la pente. Bref. Alors Théodon, tout ce que je dis là peut sembler évidemment incroyable, mais faut s'imaginer un peu à la place de ces penseurs, ces universitaires woke, qui ont tout remis en cause, qui ont tout renversé. Alors, on va faire le point sur tout ça, avant de passer à la suite. Évidemment, psychologiquement, tout ça signifie quoi? C'est que les woke, ces personnes, ont découvert une nouvelle façon de voir le monde. Ils ont eu l'illumination inaccessible à l'homme, du commun dominé ou dominant, qui ignore tout ça. Ils se sont éveillés. Voilà. Ils ont découvert une nouvelle vérité émancipatrice. Donc, pour se sentir libre, se considérer comme libre, ils combattent le monde mauvais. Écoute bien, j'énumère les choses. Il faut séparer les purs des impurs en cancellant ceci. Ils ont un super pouvoir avec le fameux racisme systémique. Les initiés woke ont la capacité de détecter le mal invisible, que personne ne voit sauf eux. Par rapport à la théorie du genre, je ne vais pas trop la développer parce que tout le monde la connaît, mais je vais pas perdre de temps avec ça. Mais ce qui compte d'après eux, c'est ta conscience qui prime sur le corps sexué qui te convient ou pas. C'est le genre qui l'emporte sur le sexe. Ce n'est pas aux autres à te dire que tu n'es pas une femme si tu prétends être une femme, c'est ta vérité. Si tu as un corps d'homme et que tu te considères comme un non-binaire ou je ne sais quel dire, c'est ta conscience qui l'emporte. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on va peut-être me dire que je systématise un peu trop la gnose, mais quand même... J'ai pas osé le dire avant. Mais je sais bien, tu vois où je voulais en venir. À plusieurs endroits, vous pouvez penser effectivement à nos anciennes émissions sur la gnose, qu'on avait évoqué justement cette mentalité initiatique. Et voilà, l'ouverture à cette théorie woke, c'est un peu l'initiation moderne. On avait évoqué justement le fait que la franc-maçonnerie était en perte de vitesse. Voilà, la nouvelle entre guillemets maçonnerie, même si voilà, ce n'est plus secret, ce n'est plus ésotérique comme avant. Mais actuellement, on peut dire que les woke sont les successeurs de cette mentalité-là. Les dominés et les dominants sont dans l'ignorance. Le dominant ne sait pas qu'il est raciste, il faut lui apprendre, il faut l'éduquer, etc. etc. Et le dominant ne sait pas qu'il est victime de racisme, il faut lui dire, bref. Et lui montrer le racisme invisible, évidemment, avec les micro-agressions, toutes ces histoires. Tout est raciste, tout. Voilà, même les sciences dures. Donc voilà, là on est vraiment dans la pilule rouge, l'éveil. Eh bien, je reviens, parce qu'on en parlait tout à l'heure, avec les deux frères qui ont scénarisé, produit et réalisé le film Gnostic Matrix, avec ce concept donc, de pilule rouge, qui est une grosse référence dans les milieux complotistes d'extrême droite. Eh bien, ces types se sont transformés en femmes. Ce sont
des transsexuels, ce sont 2 frères transsexuels. Ben voilà, ils se sont tout simplement, entre guillemets, libérés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le wokisme est à gauche, que le complotisme est à droite. C'est exactement ben, voilà, la même racine, on va dire. Hein. Tous ces gens qui se prétendent éveillés, en réalité, ben, ils dorment. On l'a déjà dit, ils sont sous hypnose. Ils prétendent avoir découvert l'arrière-boutique, d'avoir accès à ce qui est soi-disant caché. Ils se croient plus intelligents que les autres, évidemment, y compris que les scientifiques et les médecins, hein, c'est très à la mode. Et donc il y a aussi l'effet de Dunning-Kruger, hein, parce qu'il y a le côté arrogant qui vient avec, puisque justement quand tu crois avoir découvert une bien sûr. nouvelle science, tu te sens forcément au-dessus de tout le monde, et donc tu fais pas des recherches. C'est pour ça que bien souvent, à la fois les complotistes et les woke sont insupportables lorsqu'on débat avec eux, puisque ils te prennent systématiquement de haut, ils refusent d'entendre ce que tu peux dire, puisque tout ce que tu peux dire, c'est forcément la manifestation. Voilà. Soit de tes privilèges, soit que tu es endoctriné par le système, selon que les complotistes ou woke. Parfait, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Voilà, ils vivent dans l'imaginaire qu'ils prennent pour une vérité absolue, et par conséquent combattent des chimères. On est dans une guerre ouverte contre la réalité, c'est ça qu'on est en train de vivre en fait. C'est une guerre ouverte contre la réalité. Et les choses ne font qu'empirer, y compris même chez nous, hein, dans notre propre communauté. Hein. Sauf que nous, c'est pas le wokisme le problème. On va voir que le wokisme, ça peut aller très très loin aussi. Hein. Et le wokisme peut aussi être complotiste. On le voit notamment avec les judaïques. Les judaïques, c'est-à-dire comment beaucoup de woke sont antisionistes. Ils considèrent les judaïques comme blancs. Et c'est vrai que les ashkénazes notamment sont blancs. Bah, c'est du dominant, oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc blanc, ouais, c'est ça. Bah écoute, oui, bien sûr. On va continuer. Là, je vais m'attaquer un peu à des auteurs pour développer tout ça. Et je vais juste citer 4 auteurs qui ont construit le wokisme, hein, qui ont apporté des grosses briques. Il y en a plein d'autres, évidemment. Hein, parce que, voilà, c'est un mal qui continue à pourrir les universités, hein, dans tous les sens. Il y a des études de genre et tout ce que vous voulez. Tous les ans, il y a des centaines de mémoires et de doctorats qui sortent sur ces sujets-là. Bref, en tout cas, on va voir les personnalités très influentes du wokisme, et en fait, elles sont encore assez relativement jeunes. On va voir ça. On a par exemple Ibram X. Kendi donc. Alors, c'est un universitaire afro-américain. Il est né en 82. Il est directeur du centre de recherche antiraciste de l'université de Boston. Alors, il est à l'origine d'idées super sympas. Alors, sa principale thèse est la suivante. Tout blanc qui déclare ne pas être raciste est raciste. Car prétendre ne pas être raciste est une forme de suprémacisme blanc. Parce que tu te justifies en tant que dominant, en fait. Tu utilises un récit, donc ça ne va pas, et voilà, c'était le blanc doit se déblanchir pour ne pas être raciste. Il doit accepter la discrimination positive, la décolonisation mentale, c'est-à-dire la déconstruction par rapport aux racisés. Et Kendi frise un peu, évidemment, avec le racisme anti-blanc, même s'il s'en défend. Il a quand même toutes sortes de théories étranges du genre, il a raconté par le passé que les blancs auraient inventé le sida pour diminuer la population noire et tout ça, bref. Voilà, du complotisme. Bon, voilà, je sais pas si, par honnêteté, je sais pas s'il pense encore ça, hein, mais bon, d'après lui, le capitalisme c'est raciste par essence et le racisme c'est capitaliste. Les tests de QI c'est raciste puisque les populations africaines ont un moins bon score. Hein. Ils se posent pas la question si c'est pas lié au niveau d'éducation et de développement lacunaire qui peut impacter sur les résultats. Bref. Plus intéressant, il fait partie des critiques de l'objectivité, au nom d'une subjectivité de race, subjectivité collective, identitaire. Pour Kendi, l'idée qu'il existerait un monde indépendant de notre point de vue n'a plus aucune signification. Donc c'est de l'idéalisme pur, hein, ça c'est... Voilà, le monde c'est juste notre représentation, il n'y a pas de réalité substantielle, atteignable, même Kant il n'allait pas aussi loin, là c'est vraiment... c'est de l'autisme philosophique, j'ai envie de dire. Ben oui, mais bien sûr, complètement. D'ailleurs, c'est évidemment pas du tout le seul à penser ça dans tous ces grands auteurs woke. Ça fait partie des fondements. Hein. Le problème du blanc, c'est qu'il ne tient pas compte de sa blanchité, mais se pense, de par son universalisme et sa rationalité, être un référent universel. Le blanc veut croire que les personnes blanches sont juste des personnes. Et ça, c'est critiqué par les racialistes, qu'ils soient d'extrême droite ou woke, au travers de la théorie critique de la race pour les woke. C'est ça, c'est
un noir n'existe que parce qu'il est noir, donc racisé. Et pareil pour les blancs, c'est la race qui compte. C'est la couleur de peau qui compte, quoi. Voilà. Pour être une personne. Ce qui l'appauvrit réellement, puisque voilà, si on se définit que par sa couleur de peau, eux qui parlent beaucoup d'identité, ben, réduire l'identité à voilà, son apparence, sa race ou sa couleur de peau, c'est assez ridicule, puisque ben, ça appauvrit l'homme. Et, je suis, ça me fait vomir tout ça. Hein. Bon, bref. Et il y en a d'autres. Hein. Je cite des noms très connus, américains évidemment, hein, pour peu qu'on s'intéresse un minimum à la littérature woke. On a aussi Kimberly Williams, Crenshaw. Crenshaw, c'est une femme afro-américaine, elle est née en 59. Donc elle est juriste et professeure à l'université Columbia à New York. Elle a énormément inventé, développé, popularisé un concept central que maintenant tout le monde a entendu parler, hein, c'est l'intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité, je pense que de base, ça part pas d'un mauvais constat. Hein. Donc ça désigne la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société. Donc par exemple, une femme, noire, handicapée et pauvre, peut potentiellement subir plus de racisme et de mépris à la fois, du fait de sa couleur, condition sociale et... Bref, voilà. Je pense qu'il y a du vrai, tu joues potentiellement plus en mode difficile que quand t'es blanc, beau et riche. Voilà, c'est logique, c'est connu. Voilà. Sauf que le wokisme, évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque à cette réalité, tu as d'autres critères qui vont être ajoutés. Hein. Donc c'est le faux concept d'orientation sexuelle, évidemment, de genre, de religion, hein, puisque l'islam c'est bien parce que c'est soi-disant persécuté par l'Occident, etc. Donc voilà, ça devient vite très lourdingue, hein, puisqu'on a des questions d'attributs naturels et de situations qui peuvent certes occasionner des difficultés, du mépris et même du racisme, qu'on va mettre sur le plan de vices, de théories complètement idéologiques et folles, comme celle du genre ou de fausses religions. Et évidemment, l'intersectionnalité, c'est devenu complètement une boîte à outils woke, ça part dans tous les sens, ça permet à tout le monde de se trouver un petit truc pour se sentir discriminé, victimisé. L'objectif, c'est que l'objectif, c'est que tout le monde devienne victime, en fait. Et s'accaparer une identité de victime, en fait. Ouais, voilà. C'est une arme qui engendre évidemment beaucoup d'abus. Bref. Alors, une incontournable encore, on en parle d'ailleurs dans le reportage sur Evergreen, qui était réalisé par un gars qui s'appelle Sanglier Sympa sur YouTube, que beaucoup de gens ont vu. Très connu. Très connu. C'est une femme qui s'appelle Robin DiAngelo. Ah oui. Elle est sociologue, elle est née en 56, c'est une américaine blanche. C'est exactement le même acabit que Kendi, hein. Alors je résume sa pensée, je vais parler de façon qui semble un petit peu caricaturale, mais ça l'est pas, hein. Bien qu'elle théorise sa pensée de façon un peu plus sophistiquée. Hein. Alors, tous les blancs sont racistes, et ceux qui disent qu'ils ne le sont pas font preuve de fragilité blanche. Le racisme est un problème blanc, il n'y a pas de racisme en dehors du blanc. Et ce racisme est systémique car le blanc est dominant. Voilà. Pour arrêter d'être raciste, il faut donc se déblanchir, donc se déconstruire, voilà. Alors, autre chose, comme Candy, elle soutient aussi que la prétendue objectivité de la science n'est que le résultat de la domination blanche. Donc en tant que scientifique, elle est porte-parole de la suprématie blanche, alors, hein, c'est ce qu'il faut dire. Mais je sais pas du tout comment elle raisonne. Ça doit y avoir des dissonances cognitives, à mon avis. Oui, ça mais doit oui. être compliqué. Ça va être compliqué, mais en fait, elle dit qu'elle se déblanchit, alors je sais pas exactement ce qu'elle fait. Mais bref. Alors, attention, elle, ça va beaucoup plus loin que Candy, certaines choses. C'est très intéressant. Elle dit grosso modo qu'un progressiste est pire qu'un blanc qui s'assume raciste. Même néo-nazi, tout ce qu'on veut. Parce qu'au moins, le néo-nazi, on sait à qui on a affaire. Par contre, le progressiste, le gentil, comme elle dit, elle a écrit carrément un bouquin là-dessus, consacré à ça. Ça s'appelle Nice Racisme, gentil racisme. Le blanc, le gentil qui se dit universaliste, de ce fait, il refuse d'avouer sa participation au système raciste, donc il est encore plus dominant, raciste et suprémaciste sans l'accepter. La gentillesse du progressiste promeut le racisme. Hein. Donc c'est l'une des penseuses woke les plus influentes. Tout ce rejet de l'objectivité, etc., de la raison, l'universalisme, évidemment, c'est répandu chez beaucoup d'auteurs, mais elle a été particulièrement loin dans le délire.
Alors on a aussi Judith Butler. Alors c'est une américaine blanche juive libérale et antisioniste, invertie, née en 56, philosophe et universitaire. Elle assume complètement l'héritage de la French Theory, tout comme Crenshaw. Je crois que celle-ci d'ailleurs est également assez explicite là-dessus. Elle est extrêmement influente aussi, ses écrits sont empliés dans les études de genre. Bon, grosso modo, bon, c'est l'idée que les hommes dans chaque société vont essayer de ressembler aux stéréotypes de genre hommes de société s'ils sont assignés hommes, et femmes, même chose pour donc, si c'est des femmes. Mais étant donné que tout cela est une construction sociale, on peut évidemment le déconstruire, donc choisir son genre au-delà de son sexe biologique, voire ne pas choisir et être en non-binaire. Voire, pourquoi pas, par la suite changer, comme on l'entend, de temps en temps son genre, quand on le souhaite. Voilà. Donc c'est, je veux dire, je vais pas tous les citer parce que sinon on va trop dépasser le temps, mais il y a plein d'auteurs. Et voilà. Ceux-ci, c'est vraiment des briques qui ont construit la pensée woke. Hein. Enfin, je veux dire, qui l'ont vraiment beaucoup diffusé. Ils sont très plébiscités dans les médias. On peut difficilement passer à côté. Hein. Ils sont très connus. Maintenant, j'ai juste envie d'aborder un petit peu les conséquences et les impacts au niveau géopolitique et religieux, parce que maintenant, ça s'est tellement diffusé qu'évidemment, il y a du jeu politique autour de ça. Je vais en parler en fait un peu à chaud, parce que j'ai pas fait un rapport de commission d'enquête parlementaire sur la question, je précise évidemment. Je dis juste ce que je pense comme ça, d'après ce que je vois, mais évidemment, que les choses vont beaucoup plus loin et ne peuvent que s'aggraver. Hein. Alors, au niveau religieux d'abord, on va un peu parler par rapport aux juifs. En dehors de Judith Butler, j'ai pas vu beaucoup de juifs pour défendre le wokisme. Dans tous les textes qui me sont passés sous le nez, souvent plus anti-woke qu'autre chose. Alors, pareil, je pense qu'il y a une logique. Hein. Chez les juifs, il y a une tendance à un certain universalisme. Un universalisme évidemment désordonné, hein, puisqu'ils n'ont pas suivi le vrai Messie, j'ai envie de dire. Donc fatalement, à défaut de berger, ils ont eu tendance à suivre dans l'histoire, à porter de nombreuses idéologies diverses et variées, qui avaient à chaque fois une vocation universelle. Encore une fois, être bien désordonné. Mais donc, on a vu en tout cas l'implication de nombreux intellectuels juifs dans de nombreuses théories politiques. Mais ici, on est évidemment dans toute autre chose. Hein. Des projets ouvertement racialistes et discriminants, avec après ce qu'ils ont subi durant la Seconde Guerre. Je pense que ça ne doit pas être spécialement être trop leur délire non plus. En plus de ça, le wokisme s'attaque à tout ce qu'ils considèrent comme puissant et dominant, et les juifs ne renvoient pas spécialement une image de citoyens de seconde zone ou misérables et socialement impuissants. Hein. Je veux dire, soyons honnêtes, les juifs sont beaucoup dans le tertiaire, et c'est une communauté qui est très forte. Donc, j'ai même vu, il y a eu récemment, il y a quelques semaines, une polémique, une personne transsexuelle woke en France, qui avait sorti comme quoi les juifs, parce qu'elle se considérait comme antisioniste, les juifs devraient être déportés au Kansas ou je sais plus où, dans l'État américain, ou plutôt pour pas opprimer les Palestiniens qui seraient les légitimes propriétaires des lieux. Je pense que parfois Jean-Marie Le Pen aime bien les jeux de mots et tout ça, mais je crois que même lui n'aurait pas osé aller jusque-là. Ouais, il lance des textes. Attends, c'est LFI, je crois. Je pense que c'est pas une LFI qui a fait ça. Je crois. Sans vouloir accuser. Je crois qu'elle est dans le milieu de la BD, si je dis pas de bêtises, je sais plus son nom. Mais en tout cas, ouais, c'était un peu à la Newt, mais je vais pas accuser les filles s'ils ont pas fait un truc. Je vais pas porter. Ah oui, non, c'est pas une position. Ce que je dis, je veux pas. Non. Ce que je veux dire, même pour un seul de leurs militants, je ne veux pas faire de faux témoignages. Je veux rester honnête, même il a souvent des âneries à LFI. Très scandaleuse, je ne veux pas porter de faux témoignages à leur rencontre. Bien sûr. Donc évidemment, la charité avec nos amis, même en priorité avec nos amis. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Alors, donc je disais que les Juifs sont quand même une communauté assez puissante. Et si on parle du sionisme, c'est pas spécialement ce qu'apprécient les woke, puisque c'est aussi dominant. Voilà, donc le wokisme a plus favorisé, évidemment, mettre en avant l'islam. D'ailleurs, Jean-François Bauchstein, donc celui qui a écrit le bouquin, je serais pas étonné qu'il soit juif. Alors, j'ai pas trouvé la réponse sur internet, j'ai cherché, j'avoue. Son nom ressemble à Bronstein, c'est le nom de T'as compris, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est vrai que ça a sonné un petit peu comme ça. En tout cas, il a participé à des conférences avec l'Alliance israélite universelle. Il a d'ailleurs ouvert l'un de leurs cycles.
Bon, j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, donc pour ça, je l'ai lu avec des pincettes. Hein, il ne veut pas ce sujet-là, mais c'est toujours bon à savoir. Euh, Chez les musulmans, chez les musulmans, ben, on a parfois dit, en caricaturant un petit peu, que le mahométisme, bon, il avait un petit peu sa gauche dans le monde musulman, à savoir le nationalisme, souvent arabe, mais ça peut être autre chose évidemment. Et à droite, un certain conservatisme plus porté sur la religion, hein, jusqu'au rigorisme salafiste parfois. Donc c'est une lecture un peu française, gauche-droite, hein, bref, un petit peu occidentale, gauche-droite, pour lire le monde musulman, mais bon, bref. Il y a un phénomène très curieux qui est quand même apparu en marge du wokisme, franchement c'est très incroyable, c'est que, et ça paraît même difficile à nos yeux et à nos oreilles d'y croire, tellement ça paraît très gros, mais on sait que les musulmans sont bien vus dans le courant woke, puisqu'ils sont considérés comme de pauvres victimes persécutées par l'Occident. Du coup, bah, y a des mahométans qui voient d'un très bon œil le wokisme, et maintenant, bah, certains qui sont carrément rentrés dedans. Peut-être certains par opportunité politique, évidemment, pour faire mal à l'Occident, le déstabiliser. On a le triste exemple de la chaîne AJ+, qui appartient au Qatar, hein, donc une chaîne qui est projet frère musulman. On a vu Tariq Ramadan, d'ailleurs, qui fricote avec tout ça. Là, maintenant, on voit des mahométans dénoncer l'homophobie, la transphobie, etc. Jamais j'aurais cru voir ça de ma vie. Enfin, tout est possible. Dans ce monde, tout est possible. Mais... Pour les trois, ça m'étonne pas tellement, parce que même en Non, Iran... mais moi, je suis pas sûr qu'ils soient chiites. Hein. Je suis pas certain. Oui. Je pense pas qu'ils soient chiites, ceux-là. Hein. Je pense qu'ils sont surtout dégénérés. Hein. Mais c'est des choses... Allez, dans les années 2000-2010, avec Al-Qaïda, Daesh, tout ça, c'était un peu la mode à cette époque. T'imaginais pas avoir des musulmans sur AJ+, dénoncer l'homophobie et compagnie. Quoi. Et alors, on a même vu sur YouTube, carrément, je crois même que c'était sur cette chaîne-là, mais c'est peut-être brut ou combiné ou j'en sais rien, mais des mahométanes voilées de la tête aux pieds se déclarer militantes lesbiennes. C'est là qu'on voit... hallucinant. L'islam, il n'y a pas de magistère, donc c'est la libre interprétation. Maintenant, voilà, c'est ça. Avant, ça fonctionnait plus ou moins avec l'Oumma, mais comme voilà, il y a eu un éclatement de la société mahométane, ben, ça fonctionne même plus du tout, même à ce niveau-là. Donc chacun il va de sa théorie. Certains vont se limiter au Coran, d'autres vont être dans les délires woke, d'autres vont être ultra rigoristes en mode salafiste. Il y a de tout chez eux, donc c'est comme le protestantisme, il y a de tout là avec. Ben oui. Mais du coup, en tout cas, il y a le journal Le Point qui a écrit un excellent papier sur ce sujet-là. Je me demande même si on n'a pas fait plusieurs. Mais le journal Le Point, il a décortiqué un petit peu tout ce qui se passait avec AJ+, actuellement, et cette wokisation dans le monde musulman, qu'il ne faut pas prendre non plus à la légère. Mais c'est une nouvelle tendance dans le monde mahométan qu'on imagine très mal arriver chez nous dans le milieu catholique traditionnel. Mais... parce que nous, on a un magistère. Voilà, on a un magistère. C'est bien que ça n'a pas notre... Mais franchement, c'est incroyable, quoi. Enfin, bref. Ben, on a un magistère, mais d'un côté, donc, là, je parle pour le catholique traditionnel, mais par contre, dans le milieu moderniste... ceux qui soutiennent Vatican II... Là, c'est autre chose. On va terminer par ça, en tout cas, ce qui concerne le côté, entre guillemets, religieux. Maintenant, c'est... En septembre dernier, on a eu les comptes officiels du synode des évêques sur les réseaux sociaux qui ont publié des visuels à la sauce 100% woke pour illustrer leurs travaux de consultation diocésaine pour l'actuel entre guillemets synode sur la synodalité lancé par François Zéro. Alors honnêtement, vraiment honnêtement, hein, je pense que même François Zéro, aussi moderniste soit-il, je sais pas s'il a atteint à ce point-là. Hein. Il avait déjà critiqué ça va la quand même cancel culture, hein, donc oui. sur certains points, il serait plutôt universaliste au sens républicain, lui, un petit peu quand même. Non, mais je te suis. Enfin, au sens moderniste. Au sens moderniste surtout. Mais non, je te suis. C'est plus, il est pas post-moderniste, il reste moderniste sur ce point. C'est ça. Hein. Non, je suis. Bah, évidemment, oui, bien sûr, oui. Oui, après, évidemment, il est un peu contaminé, il y a quand même les petits trucs, les petits réflexes indigénistes, anticoloniaux avec Pachamama et compagnie, voilà. Non, mais maintenant, oui, il donne du lest. On le voit avec, comment il y avait eu toute une histoire avec ces interviews, là, notamment avec l'idée, voilà, d'autoriser le statut légal pour les personnes en couple qui sont, voilà, du même sexe. Ah oui, mais attention, c'est pas... Oui, mais ça pourrait être autorisé. C'est pas woke, ça, hein. Ça, c'est pas woke. Attention, c'est pas woke, c'est comme... le non, mais je veux dire, il donne des gages oui.
Non, non, mais je veux dire, oui, il va beaucoup plus loin, mais ce que je Mais oui, voulais c'était dire, pas directement. c'est qu'il y a les contre-natures traditionnelles qui se clashent avec les woke, comme les féministes traditionnels se clashent avec les féministes woke. Parce Oui, que c'est tout à pas fait. du tout le même délire. Tout à fait. T'as l'un des fondateurs, des pionniers de la Gay Pride aux States, qui dernièrement s'est fait agresser par des bandes de woke transsexuels à une Gay Pride. Voilà, donc parce qu'il était contre ça. Parce que pour lui, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, tout bêtement. Voilà. Donc ça devient très très tendu. Hein. Donc nous, à la limite, j'ai envie de dire, c'est popcorn, c'est pas notre problème, parce qu'on est contre tout ça. Mais On voit que enfin, comment le diable se détruit entre eux, il n'y a pas de charité entre eux. Donc, ceux qui sont contre le catholicisme, il ne faut pas croire qu'ils pourraient avoir établi une société saine de leur côté. Ils finiront par s'auto-détruire. ils ont déjà essayé, c'est vrai. Le démon est ennemi de l'humanité. Donc, quand vous rejoignez ces rangs, même volontairement, ça ne peut pas bien aller. Donc, quelque part, c'est une confirmation de notre doctrine, ça, de les voir se déchirer. Ça confirme que voilà, sans le Christ, on ne peut rien faire. Ouais, complètement. Bien répondu. Clairement. J'ai trouvé un article intéressant, enfin, du journal américain, qui est un journal qui est tenu par des jésuites, enfin des pseudo-jésuites actuellement américains, et un article qui s'appelle Catholique, enfin je le traduis en français, embrasser, être woke, enfin accepter d'être woke, c'est une part de notre tradition de foi. Voilà, ça a été sorti par une certaine Kathleen Bonnet en mai 2021. Et donc oui, il y a vraiment, voilà, même chez les Vaticans II les plus, on va dire, les plus engagés au sein du monde, voilà, il y a des tentatives d'intégrer le wokisme. Ouais. Ceux-là, ils sont vraiment très très loin, hein, ça c'est sûr. Et, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux petites images du compte officiel du synode des entre guillemets évêques sur les réseaux sociaux, bah, c'est des visuels qui sont pas très difficiles à retrouver et vous allez voir, c'est très 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 haut qu'il y a la totale. Hein, la totale. C'est juste à vomir. À vomir. Si vous allez sur le canal de Radio Original, le canal de Telegram, vous pouvez retrouver ces visuels. Hein, avec le moteur de recherche, à mon avis, ça devrait aller. Vous tapez synode, à mon avis, ça devrait le faire. Mais bref. Ce que je veux dire, voilà, c'est que bah, on a une porte, effectivement, voilà, qui s'est ouverte chez certains modernistes. Ouais, voilà, on est bien au-delà du modernisme et du néo-modernisme. Là, c'est encore un autre délire. Hein. Bah, je rigole, mais c'est pas... Voilà, bref. C'est des points que j'avais envie de soulever par rapport à des impacts du wokisme. Je sais pas, plus de documentation, plus de choses à dire que ça, là, maintenant, sur le sujet. Donc, je vais passer plutôt au niveau... géopolitique. Hein, voilà. Je vais commencer par une petite analyse de prime abord. Donc, le wokisme, c'est un phénomène qui, a priori, à mon sens, en est à ses débuts, sauf erreur de ma part, évidemment. Hein. Voilà, si le cours de l'histoire se poursuit ainsi, et je vois pas comment l'arrêter, hormis une bonne guerre qui remettrait un peu les idées à l'endroit, hein, je sais pas. Voilà, il s'est à présent installé partout, dans toutes les classes sociales ou scolaires, hein, dans le privé comme dans le public. Et beaucoup de gens de tous bords politiques qui essayent quand même de résister à ça. Je dis bien de tous bords politiques, parce que je vais pas en faire l'exclusivité du combat contre le wokisme, ce serait hypocrite et malhonnête. Il y a des gens qui sont pas catholiques, qui n'aiment pas le wokisme non plus, mais qui sont vraiment à 100% éloignés de la doctrine sociale de l'Église et tout ce qu'on veut. Bref. Je pense que c'est normal qu'ils proposent rien du tout. C'est une idéologie qui n'est pas une utopie en fait. Ce n'est pas un projet pour construire quoi que ce soit, comme l'était même le marxisme par exemple, autant aussi intrinsèquement pervers était-il. Ici, c'est juste de la pure destruction. Franchement, c'est détruire la vocation, c'est détruire l'Occident, ça soigne dans tous leurs ports. C'est détruire c'est la civilisation. La nature humaine, oui, bien sûr. Franchement, c'est le coup de grâce. C'est la forme de décadence la plus aboutie, la plus théorisée, la plus appliquée. En fait, on a beaucoup parlé de postmodernisme, mais moi, je regarde ça avec un autre point de vue. Je vois ça comme une volonté de retour à la barbarie. Ça se voit au travers de aussi un retour aux sophistes de l'Antiquité, qui était aussi justement dans cette idée. Il faut mettre la logique de côté, ce qui compte c'est les rapports de pouvoir, et mais sauf qu'eux ils disaient qu'il fallait être du côté de ceux qui ont le pouvoir. Là, avec les mots, il faut être du côté de ceux qui s'opposent au pouvoir pour tout détruire, mais c'est un peu le même mode d'esprit, c'est anti-logique en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est un retour à la barbarie, ça se voit au travers de l'anti-universalisme, du rejet de la modernité technique et de la raison, des valeurs qui maintiennent en vie les nations et les empires.
Ça se voit aussi au travers de la volonté de décroissance, hein, qu'on aurait pu aborder également, le rejet de perspectives futures. C'est lié à le rejet du progressisme, puisque bien sûr. Comme c'est Bah un oui, discours voilà. dominateur, C'est ça. comme il n'y a plus de progrès à avoir, tout est dans le présent. Tout est dans le présent. Et voilà. La subjectivité, on est dans une subjectivité, dans des subjectivités qui s'ouvrent à d'autres cosmogonies, du coup, qui s'ouvrent aussi évidemment à la magie, à la sorcellerie, tout ce côté gnostique qu'on a mis en évidence, superstitieux, hein, comme fait la citation qu'on a utilisée comme introduction, hein, c'est de Sandrine Rousseau. C'est une forme de retour au paganisme, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y en a beaucoup qui se réjouissent de la destruction de l'Occident, hein, notamment ceux qui se considèrent d'une façon ou d'une autre victimes de dominants, au niveau individuel, mais aussi au niveau de nations. Et il y a des nations qui jouent contre l'Occident. Donc alors que je suis pas ennemi d'autres nations ou quoi que ce soit, le catholicisme ne connaît pas ça. Quand je vais parler d'autres nations, je vais parler d'autres nations qui ne sont pas catholiques, mais c'est pas pour autant que je les vois ennemis en tant que nation, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je parle au niveau institutionnel. Diplomatique, évidemment. géopolitique. Géopolitique, parce que quelle que soit la nation, il y a pas dans le catholicisme, on ne dit pas oui, en tel c'est telle nation, c'est mon ennemi, ça il n'y a pas dans notre religion. Ce sont des questions religieuses qu'on s'oppose, mais bref. Alors on a la Chine qui a un peu trollé les États-Unis lors de des manifestations autour de George Floyd, et ce fut un grand moment de développement fédérateur pour le wokisme d'ailleurs, hein, à ce moment-là. La Chine faisait la leçon aux USA contre la violence policière. Qui est très ironique. C'est ironique, ouais. La leçon contre le racisme, alors il faudrait encore prouver qu'il y avait vraiment du racisme dans l'affaire George Floyd, hein, quand bien même c'était un meurtre, mais c'est parce qu'en noir tue en blanc. Là, au lieu de voir un être humain tuer un autre humain, ils ont vu un blanc qui tue en noir. Et du coup, c'est raciste, quoi. Bref. Je pense pas qu'il y ait le moindre indice, à part que le gars votait Trump. Il paraît que c'est raciste maintenant, mais bref. Je vois pas en quoi le gars aurait été raciste. Déjà qu'il avait épousé une asiatique, mais bon, bref. Bon, voilà, la Chine. Et je dis pas qu'il n'y a jamais de bavure policière, des bavures racistes, tout ça. Je parle juste de ce fait-là. Qu'il y a un meurtre, oui, mais que raciste, je sais pas. C'est peut-être un règlement. Apparemment, il connaissait le gars. C'est peut-être un règlement de compte aussi, mais bref. Voilà, en tout cas, c'est la Chine. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, évidemment. Hein. Si on fait du tourisme en Chine, je pense pas qu'il faille parler là-bas avec les autorités du racisme, entre guillemets, systémique envers les Noirs de Canton. Hein, encore moins de théorie du genre, etc. Donc la Chine, c'est pas ce qu'il y a le plus de woke. Hein. C'est pas la dernière à faire des campagnes contre les artistes un peu trop efféminés, etc. Donc voilà, il y a du jeu. C'est juste de l'hypocrisie, quoi. Il y a du jeu. En Russie, stratégie inverse, on se moque et on dénonce le wokisme occidental. Poutine justifie la guerre à l'Occident par rapport à ça aussi. Ça parle à beaucoup de monde, d'ailleurs. Hein. Bon, bref. En soi, je vais pas du tout le critiquer sur ce point-là, évidemment. Sauf que, comme on l'a dit, la quatrième voie politique, qui a eu une vision qui a eu tendance à se généraliser en Russie, comme on l'a déjà expliqué dans notre émission La contre-révolution maçonnique, c'est aussi un rejet de l'universalisme, sous une autre forme, mais c'est aussi un rejet de l'universalisme. Et voilà, la théorie du monde... Plus en relation de frères ennemis plutôt que... Voilà. Qui oppose concept à concept. Bah oui, c'est Dugin, quoi, donc... Voilà, en tout cas, la théorie du monde multipolaire, elle est très poussée, avec chacun sa vérité, etc. Dans cette vision sur laquelle on a déjà beaucoup parlé. En Afrique, on a le panafricanisme et l'ethnocentrisme qui continuent à prendre pas mal d'essor et qui sont historiquement très acoquinés avec la gauche occidentale. Hein. Ici, dans nos pays, la diaspora africaine, je la vois de plus en plus influencée par le wokisme. Hein, c'est pas rare d'entendre des filles noires se déclarer afroféministes. C'est de moins en moins rare. En plus, ce qui fait mal, faut le dire, c'est... Je connais pas de médias puissants et implantés en Occident qui s'occupent plus de parler de l'Afrique que AJ+. Et je trouve ça vraiment désolant, parce que AJ+, c'est peut-être des gros opportunistes qui ont une obsession malsaine vis-à-vis de l'Occident, mais au niveau communication, je pense qu'ils passent pas à côté de l'Afrique. Ça leur donne une image très sympathique auprès de beaucoup de jeunes africains, et du coup ça cultive le clivage vis-à-vis de l'Occident, et voilà, ça risque, au niveau de l'islamisation, ça risque d'être très problématique aussi. Hein. Je trouve que l'Occident
c'est mon avis, hein, mais c'est mon avis personnel ici, hein. Mais je trouve que l'Occident a un peu trop tendance à laisser l'Afrique de côté, dans le sens on s'y intéresse pas assez au niveau médiatique. On laisse les Africains seuls avec la propagande anti-coloniale, émise par d'anciens esclavagistes, hein, puis c'est ça le pire. Alors que pour moi, on a tout à construire avec l'Afrique pour affronter le monde de demain, notamment face à la Chine et d'autres puissances. Parce que c'est quand même l'Europe, c'est quand même l'Afrique, c'est quand même un terrain qu'elle connaît bien de base pour des raisons historiques. Et c'est un peu dommage de lâcher tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, sur le terrain médiatique, je pense pas que ça va bien évoluer. On va voir, mais voilà. Maintenant, il y a des incompréhensions mutuelles. On ne s'adresse pas aux Africains. Les Africains restent sur une mauvaise image de nous. Donc, voilà, c'est ça que je dis aussi. Dommage. Et tous les autres en profitent pour nous taper dessus, quoi. Pour nous faire passer pour je ne sais quoi. On l'a encore vu récemment avec les histoires autour du roi Léopold II, hein, ces histoires de rapports parlementaires. Je vais m'arrêter là. Non, j'ai pété les plombs. Donc voilà, pour moi, c'est désolant. Voilà. On laisse les woke gagner beaucoup de terrain parmi la diaspora africaine en Europe. Conclusion, je pense que le phénomène woke n'en est qu'à ses débuts. Hein, je vois pas comment, au niveau humain, il sera arrêtable, du coup. On peut au moins le freiner. Donc, les solutions, le freiner, c'est-à-dire se moquer de ses idées, évidemment. Mais on sait que une révolution, ça commence toujours par des moqueries au départ. On peut y mettre plein d'idées, hein. On peut aussi envisager de privatiser des universités. Je sais pas, ça suffira pas, évidemment, par freiner. Hein. Surtout, voilà, conscientiser un maximum sur ces choses-là, ça c'est le principal. Et je dis, et y compris n'importe quel bord politique, hein, comme je disais tout à l'heure, pardon. Parce que, pour moi, la solution, évidemment, qu'elle est catholique, on va pas se mentir, et je trouve, on en a parlé il y a pas longtemps, que tout le monde devrait trouver son compte dans le catholicisme, quelles que soient les sensibilités de chacun, pour peu qu'elles soient positives. Parce que le catholicisme, il est porteur de civilisation, c'est un universalisme sain et ordonné, et c'est le seul remède. Il a déjà fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il a rebâti l'Europe, il peut très bien rebâtir le monde aussi, évidemment. Voilà, on a en tout cas un très très gros problème à notre niveau, c'est l'occupation de Rome, hein, qui n'aide pas beaucoup, parce que je suis sûr qu'il n'y aurait pas ça, le monde serait complètement différent, j'en suis convaincu. oui. Voilà. Sinon, si on règle pas ce problème-là, ça va être très 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 dur. Là, on est plus puni. Hein. Mais Même lorsque la société se déchristianisait, le pape était quand même écouté, même par les autres pays, et même par ceux qui ne partageaient pas la foi. Donc, voilà, que si on avait vraiment un vrai pape qui parle avec autorité, même non seulement donc déjà au sein de nos frères, donc la situation serait déjà meilleure puisque des erreurs seraient déjà éliminées, mais même en dehors, au sein de la société en général, il y aurait aussi un bienfait de voir une église structurée aussi, avec aussi la parole des évêques et qui est important. Du coup, ça fera en sorte que même chez les ennemis de la religion, ils oseraient moins aller dans la folie avec une église bien structurée en face plutôt que ce qu'il y a maintenant. Ah écoute, merci pour cet important commentaire. Après, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai terminé un petit peu à chaud, un peu sur l'opinion, en tout cas la conviction. Mais après, voilà, je sais pas si t'as encore d'autres choses à nous dire de ton côté. Disons que pour pouvoir sortir de la situation, il faudra un rejet du subjectivisme, puisque et ça justement, qu'est-ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a, on va dire, un conflit entre la mentalité universaliste républicaine, mais qui est aussi subjectiviste, et la mentalité subjectiviste woke anti-universaliste. C'est un peu le gros conflit qu'il y a actuellement, mais ce conflit-là, il ne pourra pas être remporté par un camp ou l'autre, puisque les deux camps sont dans la subjectivité et ne sont pas dans un sain réalisme. C'est justement par le retour à la pensée catholique qu'on pourra véritablement vaincre le wokisme. Voilà, il y a beaucoup de penseurs à gauche, notamment, qui cherchent à mettre en valeur la République, le modèle républicain, pour lutter contre les woke. Mais c'est un modèle qui est déficient, qui est malsain aussi, et ça ne pourra pas marcher. Après, oui, penseurs de gauche, c'est ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a un léger problème avec ce wokisme, mais je pense que il y a des gens qui peuvent être à gauche, qui peuvent avoir certaines sensibilités positives, notamment le côté humaniste et tout ça, qui s'y réfléchissent un petit peu plus loin. Je suis pas fermé
à discuter avec des gens qui se prétendent de gauche ou de droite, ou peu importe. Je pense que chacun a des qualités, et peut avoir voilà, un très très bon fond sur pas mal de sujets. Et je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses qu'ils peuvent trouver dans notre religion, et il y a tous les chemins qui peuvent mener à Rome, comme on dit, et je ne diabolise pas les gens de gauche non plus. Je pense qu'on n'entend peut-être pas assez ce que je dis chez nous, malheureusement, mais je connais des gens de gauche qui sont à présent, par la grâce de Dieu, aussi devenus catholiques. Et voilà, tout le monde a sa sensibilité. Actuellement, il y a un gros préjugé dans les milieux, notamment tradis, qui consiste à dire qu'un homme qui aurait une culture de droite, on va dire une culture politique de droite, serait plus attiré par la religion catholique, serait naturellement catholique en quelque sorte, ce qui est complètement faux. Ouais. Parce que voilà, la foi, ça vient de la grâce divine. On peut pas être, justement, c'est du pélagianisme que de croire que parce qu'on aurait une culture politique particulière, on deviendrait catholique. Et ça, c'est un gros préjugé qui est bien répandu dans les milieux tradis, qui consiste à dire que voilà, il est proche de nous, entre guillemets, et donc nous, on s'identifie comme étant la droite catholique. Donc quelqu'un qui serait simplement de droite, ben, il serait catholique sans le savoir, en quelque sorte. Il y a plein de contre-exemples, il y a plein de gens qui sont restés dans des erreurs ou qui sont apostasiés. Voilà. Bah oui, parce que tu as le côté identitariste qui fait que tu es catholique par identité. Il y a des erreurs aussi à droite, hein, faut pas... être de droite, ça ne veut pas dire être dans la vérité. Non, mais ça, on en reparlera bientôt dans d'autres émissions. Mais voilà, Oremus, en tout cas, tout est à reconstruire, hein, là vraiment à reconstruire, parce que pour l'instant, il y a des gens qui ne cherchent qu'à déconstruire. Donc je suis très très pessimiste, en tout cas au niveau humain, hein, encore une fois, pour la suite des choses. Et il y a encore des délires que j'ai même pas encore parlé, hein, dans la jeunesse actuelle, je sais pas ce qui se passe, mais... Et je suis pas du genre, tu sais bien, je suis pas du genre à tacler la jeunesse, à dire ouais, les jeunes c'est plus comme avant, etc. Enfin, les jeunes n'ont plus de respect de ci, de ça, je suis pas dans ce genre-là. Mais je veux dire, ils vont émerger dans la société aussi, avec leur lot de problèmes et de difficultés. Et c'est aussi, voilà, tu fais bien de mettre le doigt là-dessus, parce que c'est un autre préjugé bien courant, c'est le fait qu'il y aurait une dichotomie, une guerre entre les boomers et les zoomers. Ouais, ça, c'est horrible. Et c'est ça aussi, là, voilà, on retrouve cette idée voilà, de lutte, là, c'est plus la lutte de classe, mais c'est la lutte des âges, et qui là est bien commun à droite. Et alors qu'on voit que justement que les plus à fond dans le wokisme, ce sont les jeunes, ce sont les zoomers justement qui sont à fond dedans. Ouais. Surtout les filles se retrouvent plutôt dans l'universalisme d'avant. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est beaucoup les filles qui sont très influencées par ces idées, en tout cas. Les femmes sont plus influençables déjà de base, donc voilà, quand actuellement ces idées sont bien diffusées, elles sont plus susceptibles effectivement d'y adhérer en premier. Il y a un gros délire actuellement chez les jeunes préadolescents, notamment chez les filles, à cause de tas de vidéos bizarres qu'ils voient sur YouTube. Et peut-être que des gens qui nous écoutent en ont entendu parler. C'est un délire assez incroyable. C'est les histoires autour d'une névrose psychologique qui s'appelle trouble dissociatif de l'identité. Des filles s'imaginent qu'elles sont plusieurs dans leur tête. Alors j'espère que c'est du fake, qu'elles sont pas possédées. Mais ça se répand à grande échelle. Ça se répand à grande échelle. Hein. C'est très très effrayant. J'imagine que la plupart des auditeurs ne comprennent pas ce que je dis. Je les invite à jeter un petit coup d'œil sur tout ça. C'est lié aussi à une perte de la réalité, une dépersonnalisation. Ouais, c'est ça. Les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas encore. Le phénomène woke va aussi entraîner tout un tas de vrais troubles mentaux pour le coup. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ils sont dans ces histoires avec les pronoms, avec les histoires. Ils se déconstruisent dans leur tête et sont des éponges à n'importe quel délire. Et le souci qu'il y a, c'est comment tu les soignes quand on est dans une société à l'heure actuelle où on ne croit plus aux scientifiques et à la médecine. Comment est-ce qu'on fait ? À la sorcellerie qui vont te répondre. Bah écoute, c'est la mode aussi. On en a déjà parlé quelques fois. Faire une décoction de plantes et ça ira mieux. Voilà. Désolé pour les mauvaises prévisions. Je vais pas dire prévisions, mais voilà, ces mauvaises, ces très négatives anticipations. Ouais, on va voir comment les choses vont se passer. Mais... Et là aussi, notre émission permet de s'armer, d'armer nos frères aussi. Il faudra s'attendre à ce que ces questions-là deviennent de plus en plus massives et imposées au sein de la société. Et justement, beaucoup de gens à droite pensent que ça y est, c'est le réveil des peuples, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce que tchic-tchac. Chaque fois, on pense que le peuple va se réveiller. Et justement, il ne faudrait pas voir que ce réveil soit woke. Il sera... Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. On va vers
d'un côté, il y a l'OPIS, de l'autre, il y a la quatrième voie politique. Donc c'est ça que on appréhende depuis plusieurs émissions. On parle, mais je sais pas si ce discours va résonner dans beaucoup d'oreilles, je n'en sais rien. Et on défendra notre religion contre qui que ce soit, contre tous ses ennemis. Encore une fois, on se prétend pas anti-système ou pro-système, mais catholique, asystémique. Donc du coup, catholique, c'est tout, point barre. Voilà. Pour un renouveau chrétien. Ouais. On est très peu, avec l'aide de Dieu. À la base, les apôtres, ils étaient 12, donc À la base des faut pas apôtres, perdre espoir. Et puis les penseurs woke ne devaient pas être grand chose non plus avant de faire tout ce mal, mais bon, bref, on verra avec l'aide de Dieu. On fait ce qu'on peut. Voilà. Poupoum, bah écoute, Théodon, bah à bientôt pour de prochaines aventures. Hein. Bah, toi aussi, c'était une émission que je trouvais donc très intéressante, qui j'espère donc aidera aussi nos frères donc à voilà, bien comprendre ce phénomène et pouvoir mieux y répondre. Ouais. Puis on va bientôt se retrouver pour une petite série d'émissions, je pense, hein, prochainement. Donc on se tient au courant. Voilà. Bah écoute Théodon, une excellente soirée à toi, une autre prière. De même. Une autre prière, hein. Salut. Salut.